On a repris une ferme qui était conventionnelle. Moi, je me suis reconverti en bio tout de suite. Je ne suis pas de milieu agricole. En fait, j'ai fait une école supérieure de commerce à l'origine. Et puis, j'ai voulu changer de vie. J'ai fait un BP REA du côté de Montmorillon. Nous avons vécu en famille 2 ans chez des agriculteurs en bio, en bovin. Puisque là-bas, c'est quand même le fief bovin-ovin, en fait. Et ma formation était très axée là-dessus. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir une formation en bovin-ovin et qu'on peut faire de la volaille. Donc 2 ans de formation et pendant ces 2 années de 1 an de formation BPRA, 2 ans chez un paysan. Dans ces 2 années-là, on avait décidé, c'était le moment où on allait d'abord valider le fait qu'on avait envie d'être dans le monde paysan et ensuite le temps de trouver une ferme. Donc là, vous êtes au plein cœur des 43 hectares. Nous ici, c'est pas parcellisé, c'est un seul bloc et on est en plein milieu. Et nous, on est arrivé avec le projet de s'installer. Alors pourquoi on est parti en volaille et pas en bovin? Parce que moi j'aimais beaucoup le bovin, parce qu'on n'a trouvé que 43 hectares. Si on veut faire du bovin un peu en quantité, il faut quand même pas mal d'hectares de pâture. Que les terres ici sont, contrairement à pas mal d'endroits dans le Gers, sont assez plates et donc intéressantes pour faire des céréales. Et qui mange des céréales? Les volailles et les porcs. Donc j'ai fait des volailles et des porcs. Autre intérêt aussi très important, surtout quand vous êtes dans des parcours à l'installation, c'est contrairement au bovin, la volaille, vous achetez un poussin 47 centimes et 3 mois et demi après, puisque moi je travaille, on verra après sur 3 mois et demi, vous avez un produit qui fait 15 € en moyenne, 16 €, et donc c'est pas l'investissement énorme que représente l'investissement notamment sur des gros animaux, puisqu'il faut attendre leur reproduction, les grosses infrastructures aussi. Vous allez voir que là, moi j'ai tout construit en bois, c'est des petites structures déplaçables, donc c'est pas du tout le même investissement qu'une grange, et voilà. Par rapport aux voisins, j'ai aucun voisin en bio. Et en fait, les certificateurs ne poussent pas à ce qu'il y ait forcément des... Il n'y a pas d'obligation sur le cahier des charges d'avoir des haies avec les voisins, mais moi c'est la première chose que j'ai fait quasiment. Et c'est sûr que les certificateurs, et même moi, enfin, c'est super de le faire, quoi, je veux dire. Moi j'ai une bande enherbée de chaque côté, puisque la haie, il faut laisser 2,50 m par rapport à son voisin. Donc j'ai ça, et des haies qui ont poussé depuis, et c'est une solution, quoi. Et puis entre ce qu'on peut choper des voisins et ce que tu mets directement dessus, il y a quand même une grosse différence. Pour moi, il faut avoir confiance, c'est le premier critère. Après, on regarde comment on s'organise. Vous voyez que ça ne s'est pas fait non plus en un jour, il ne faut pas vouloir et faire tout d'un coup, parce que ça demande beaucoup de boulot et de plantation et d'entretien, et puis un peu d'argent, même si c'est très subventionné, et je crois que ça l'est encore un peu moins qu'à mon époque, je crois que j'ai eu un peu de chance là-dessus, mais ça l'est encore. Voilà, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut planter tous les ans un peu, pas avoir non plus la grosse ambition de tout planter tout de suite parce que c'est trop lourd. Ça demande quand même un petit peu d'entretien, surtout au départ. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que les premières qu'on a fait, ça a été tout l'espace. Là, vous verrez tout à l'heure, on va aller dans les volailles. C'est tout l'espace volaille, en fait. Et puis cette double haie là, c'était pour se barrer aussi de la route et du bruit de la route devant chez nous. Mais assez loin, on a fait une double haie, en fait. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour des parcelles, le tour de la ferme, par rapport à la nationale pour le bruit, par rapport aux voisins et la bio. Et puis ensuite, on a commencé à séparer les champs. Toute l'alimentation, enfin j'achète un peu de matière première, on le verra tout à l'heure, mais j'ai des porcs, il faut de la luzerne pour les moutons, il faut du triticale, de la févrole, enfin voilà. Donc ça, la haie et l'agroforesterie, c'est top. Les parcelles font globalement 3-4 hectares, ce qui est un nombre intéressant, parce qu'on arrive à... Voilà, quand il y a des bennes, des machins, enfin c'est cohérent en fait. Et vous allez voir qu'au niveau des volailles, il a été fait un énorme travail au niveau des arbres et que c'est absolument primordial dans la conduite des volailles, des moutons, des porcs et de tout le monde. Et moi je me mets à la place de mes animaux et être abrité du soleil, de la pluie, du vent, des prédateurs, c'est primordial. Après on verra tout ce qui a été mis, on passera un petit peu aux porcs ou aux volailles, voir tout ce que la haie. Il y a des bosquets, il y a des lignes entre les bosquets, j'ai ramené les peupliers, enfin on verra ça tout à l'heure, pour vraiment étoffer le côté paysager. Et pour moi, je peux vous le dire parce que ça fait 17 ans que je vis ici, notamment au niveau biodiversité, ça a explosé, vraiment. Bah, c'est sûr qu'un animal, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de manger et de dormir. Une haie et un arbre, ça favorise tout ça. Pour les animaux, pour moi, on en reparlera dans toute la journée, c'est vraiment absolument primordial. Donc vous voyez là, sous le parcours, il n'y a pas d'herbe qu'on repoussait hein, avec le temps. Donc c'est pas grave parce que ce qu'elles vont chercher sous l'arbre, c'est pas l'herbe, c'est de se reposer. Et c'est pour ça que vous avez après tout autour. Et là j'ai pas l'intention d'en mettre plus. Mais
pour moi aujourd'hui il n'en faudrait pas moins des arbres. On pourrait presque rajouter une rangée, tu vois là. Voilà. Après il faut pouvoir manœuvrer la cabane, pour pouvoir ramasser le fumier. Moi je le ramasse au godet avec mon tracteur là. Si vous n'avez pas un peu de place pour tourner autour, vous ne ramassez pas le fumier, quoi. Donc les cabanes sont mobiles, donc elles se lèvent en fait. Je remonte de la taille d'un pneu de voiture, donc le fumier reste au sol. J'avance, je nettoie la cabane, je ramasse le fumier et je repose sur un autre espace. La mobilité de la cabane, c'est quoi son intérêt? C'est qu'entre deux bandes, l'autre espace va rester vierge. Donc il va repousser et il va se déparasiter. Parce que le parasite, les principaux parasites qui sont dans le sol vivent à l'état de larve. Et c'est quand la volaille va manger la larve que la larve va se nourrir et se développer. Donc si vous ne mettez pas de volaille pendant tout un temps sur un terrain, la larve meurt. Alors là on arrive au poussin. Juste, vous voyez, le gaz est aussi mobile. Ça se loue pour ceux qui veulent faire du poulet démarré, hein. Enfin, du poussin quoi. Ça se loue directement Finagaz, Antargaz ou autre. C'est une redevance annuelle et ils sont équipés pour être transportés. Donc là, on est dans la configuration d'une poussinière. Ils ont 10 jours. Là, vendredi, j'enlève le contour. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ils commencent à... Enfin, c'est assez impressionnant, hein. Ils ont vraiment augmenté de poids et ils vont avoir besoin d'un petit peu plus d'espace pour coloniser un petit peu tout l'espace. Mais je laisse encore le chauffage parce que là on croirait qu'il est éteint mais en fait il est en veille, hein. Moi il est réglé à un thermostat 2,5. On dit qu'il faut qu'il trouve, dans les livres, hein, je crois qu'il trouve à peu près 25 degrés. Donc ce qu'il faut juste c'est essayer de trouver l'ambiance générale. Et eux ils vont aller chercher cette chaleur ou s'en écarter, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est regarder qu'ils aient la place de s'approcher ou de s'écarter. Mais tu verras jamais, quand lui il chauffe à fond en hiver, tu verras pas, c'est rare que tu aies des poussins vraiment dessous. C'est pas bon signe ça. Le poulet, il va utiliser tout l'espace du parcours, les premières heures du jour et les dernières. Là, vous allez les voir, il va être partout, absolument partout. Maintenant, là, s'il y a un peu de soleil, un peu de vent, on va voir que la plupart, elles restent dans la cabane ou sous les arbres. Voilà, donc pensez vraiment dans vos installations à ce qui est des arbres, mais qui est aussi des espaces sans, pour qu'ils aient du vert. Ce vert-là, il est primordial. Il faut qu'ils en mangent, ça diminue le taux de consommation, ça apporte des vitamines, des minéraux naturels, ça leur donne de la couleur avec l'herbe. Enfin voilà, c'est super important quoi. Un truc important, c'est la protection. Ça c'est super important. Là on parle volaille, par exemple les moutons, vous mettez ça, c'est une catastrophe, hein. Ils prennent appui dessus, ils tordent tout et ils se font l'arbre en l'espace d'une matinée, c'est terminé. La volaille, ça c'est nickel. Moi ce que j'ai choisi c'est l'Ursus. J'ai pas mis juste le petit fourreau qu'on voit parfois. Pourquoi? Parce que la volaille, elle va avoir tendance sinon à venir s'y coller. Et là, je crée un espace. Ça évite le tassement, c'est-à-dire que l'eau qui va tomber va bien pénétrer. Là, comme vous pouvez voir, il y a 100 litres de BRF. Vous connaissez un peu le principe du BRF, tout le monde? Vous connaissez tous ce nom? Bois raméal fragmenté, qui est un broyat de matériaux vivants et qui vont permettre en fait de garder l'humidité, d'éviter les mauvaises herbes, enfin presque, pas toutes, mais certaines, pas le rumex. Et voilà. Et ça, moi, ça me convient très bien. Et je conseille de les laisser parce que si vous ne les laissez pas, à certains moments, s'il manque de végétaux et autres, les poulets vont commencer à venir picorer l'écorce. Ils vont vous faire des blessures en bas de tronc et ça, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc moi, partout, j'en ai des arbres qui paraissent grands, mais je vais les laisser parce qu'ils ne me gênent pas, ils sont là. Je vais les enlever, je ne vais pas savoir quoi en faire. Et au moins, je suis sûr que les animaux continueront à ne pas venir piqueter éventuellement le lichen et tout ça. Donc ce tableau permet de gérer en fait l'ensemble de mes entrées et de mes sorties. Donc comme je fais 510 volailles par cabane, globalement, hein, à part il y en a quelques-unes qui changent parce qu'il y en a deux plus près, enfin je ne rentre pas dans les détails, je fais 510 volailles et j'en vends 170 par semaine. 170 x 3, ça fait 510. Donc toutes les 3 semaines, je rentre des poussins. Donc si vous regardez, hop, on passe au 6 février, 3 semaines plus tard, je re-rentre 510 volailles. Voilà. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 6 cabanes pour faire du poulet toute l'année, à coup de toutes les 3 semaines rentrer des poussins et les sortir en 3 semaines. Donc j'ai les cabanes, 1, 2, 3, enfin 6 cabanes. Pourquoi j'en ai 9 en tout? Enfin j'en ai 10 maintenant.
J'en ai une 7e dans laquelle je gère les poulardes, une 8e dans laquelle je gère mes chapons, une 9e dans laquelle je gère les poules pondeuses, et j'en ai une nouvelle de mars à septembre. Je sors les femelles, pardon, pour que les mâles ne les embêtent pas. Parce qu'on est à la période de reproduction, et comme moi je fais des animaux, enfin je ne sais pas si vous connaissez les cahiers des charges, mais le cahier des charges bio c'est 81 jours, au même titre que le poulet label. Sauf que moi, j'estime qu'une volaille elle est bonne à partir de 100 jours. Donc je les garde 3 à 6 semaines de plus, puisque j'abats jusqu'à 16 semaines. Okay, alors que 11 semaines et demie, c'est 81 jours. Le problème, et c'est aussi pour ça que les labels s'arrêtent à 81 jours, c'est que d'abord ils mangent 1 kg par semaine, mais c'est que les mâles saillissent les femelles. Et quand c'est le printemps, elles ne font pas que les saillir. Parce qu'elles s'accouplent, elles tirent ici sur la chair, elles déchirent, enfin ils déchirent, pardon, le cou. Donc comme il y a du sang et qu'ils aiment le sang, non seulement ils les saillissent, mais en plus ils les dévorent. Donc c'est une vraie catastrophe, les femelles s'isolent, se planquent sous les trémies, montent sous ce qu'ils peuvent monter, alors que là, en enlevant les femelles, elles sont peinards. Et vous verriez la différence, et moi je vois une vraie différence en poids. Hein. Vous rentabilisez très vite la cabane que vous avez construite. Hein. Parce qu'une femelle qui est embêtée, elle ne mange plus. Et moi ce que je recherche toujours en fait dans mon élevage, c'est pour pas qu'il y ait de coccidiose, de parasitisme et tout, il faut qu'elle soit bien. Donc il faut enlever toutes les sources de stress. C'est pour ça qu'il y a des arbres, c'est pour ça qu'il y a un truc, c'est pour ça que je sépare les mâles des femelles, pour diminuer le stress et qu'elles soient en... Voilà, et de fait, après, elles sont en bonne forme, quoi. Pour ce qui est de l'alimentation, donc je tiens compte de tout, c'est-à-dire il y a 10 cabanes à volailles et 4 cabanes à porc. Okay, on fait ce qu'on appelle le tour, vraiment le tour des volailles, on le fait le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. 3 fois par semaine. Et je ne fais pas systématiquement, quand je fais ce fameux tour, je ne fais pas systématiquement des rations. Parce que tout peut être plein. Mais globalement, on va dire il y a 2 matinées où je vais faire des rations. Et pour résumer, vu que j'ai 9 et 4, 13, je vais faire 8 rations par semaine. Parce que j'ai choisi d'avoir une autonomie de 48 heures. Si je veux une autonomie de 72 heures, je rajoute des trémies. Tu vois? Si tu fais une autonomie de 72 heures, le risque qui se passe, c'est que tu n'y vas pas. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Parce que c'est très, tu vois, ici, c'est pas très moderne, mais c'est à peu près modernisé. Les sacs de compléments, ils sont tout près de l'endroit où on va glisser les compléments. Il y a une balance pour les compléments, il y a une balance pour les matières premières. Voilà. Mais c'est très optimisé en fait. C'est très. Tu ne te poses pas de questions, tu arrives dans la cabane, j'ai fini mon truc, je prends ma fiche d'élevage que vous avez. Ah, j'en suis où? J'en suis là, ok, paf, je prends mon tracteur, je viens ici. C'est ration quoi? On est en ration finition, ok, c'est ça, 114 machin, pof, tu l'as fait, tu vas là-bas, tu nourris, terminé. Tu passes à une autre cabane. Bon, pour moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais c'est un endroit qui est super important parce que c'est là où je maîtrise ce que je fais, quoi. Après, c'est un investissement de place, c'est un petit investissement de temps, on va le voir. Mais voilà, pour moi, c'est tellement essentiel, quoi. C'est-à-dire, moi, les matières premières que j'achète, je sais qui c'est, hein, le tourteau de tournesol, c'est Marcus Grobert qui travaille comme un roi depuis des années, pas très loin d'ici. Le maïs, c'est Arquet qui me le fournit depuis des années. Je l'appelle, hop, il arrive avec son tracteur, j'ai mes 17 tonnes, il repart. Donc ça, c'est chouette quand même de maîtriser sa ration. C'est ce qui me choque le plus dans les gens qui achètent l'aliment, c'est qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et moi, franchement, je le vois vraiment. Je vous le dis, à l'abattoir, c'est flagrant, quoi. Parce que ceux qui achètent de l'aliment ne savent pas dire ce qu'il y a dedans. Je le maintiens. Les mecs font de l'opportunité de marché. C'est juste une histoire financière. Hein. Alors, je l'expliquais tout à l'heure, mes jeunes pondeuses, je les démarre dans la cabane 8 où il y a les poulardes qui n'y sont plus. Et ça me permet de renouveler. Donc elles vont commencer à pondre dans mon autre cabane là-bas. Et quand j'ai atteint mon niveau de ponte suffisant, c'est-à-dire en l'occurrence si j'ai 200 poules, j'arrive à 160 œufs, et ben j'abats toutes mes vieilles poules. Je les commence en janvier et je les abats en juin l'année suivante. On pourrait les garder plus. Je l'ai fait qu'un an parce que j'ai remarqué que les œufs se fragilisent au niveau des coquilles. Et moi je ne suis pas très équipé, on verra, les pondoirs c'est un peu à l'ancienne là. Et quand elle marche dessus, elle casse l'œuf. Si elle casse l'œuf, elle salisse ceux d'à côté, ceux qui vont devenir fragiles. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que des œufs au bout de 2 ans vont commencer à se fragiliser. Et ensuite les poules aussi vont baisser leur taux de ponte. Et comme moi j'ai envie d'avoir quand même suffisamment d'œufs, voilà. Alors les poules aussi, pour parler race un tout petit peu, il y a ce qu'on appelle les Formule 1.
la Isabrone et compagnie, qui sont des Formule 1 de la ponte. Faites attention à la poule que vous allez choisir de prendre. Parce que les poules pondeuses, ce que j'appelle les Formule 1, elles ont besoin d'une nourriture extrêmement poussée. Et vous faites une variation de la nourriture et ça s'arrête de pondre. Vous ne voulez pas des Formule 1. Pourquoi? Parce que les Formule 1, après 1 an et demi de ponte, déjà il faut s'en débarrasser, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est des animaux qui sont que des pondeuses, donc elles n'ont pas un pet de chair. Or moi, j'avais la vente de poules à l'époque aussi que je tuais en fait, en poules au pot quoi. Et donc je voulais quand même des volailles qui avaient encore un petit peu de chair. C'est le cas de celle-là. Ça c'est un espèce d'intermédiaire entre des bonnes pondeuses et du poulet entre guillemets. Tout ceci, ces animaux-là, sont vendus en direct. J'ai pas d'intermédiaire. Donc c'est vendu en direct. J'ai une vente à la ferme ici, qui est ouvert un après-midi par semaine uniquement, le vendredi après-midi de 14h à 19h. Et ensuite, je fais le marché de l'île Jourdain. Alors pour ceux qui connaissent le Gers, c'est génial parce que c'est un marché qui est aux portes de Toulouse, qui est une ville en hyper développement, parce que c'est la banlieue de Toulouse en fait. Et donc c'est vrai que j'ai la chance d'être sur un marché qui n'est pas en régression, qui est plutôt un peu en augmentation, en tout cas qui a un trafic certain et avec un renouvellement évidemment, mais comme tous les marchés. Mais pour être honnête, je passe presque 110 volailles dans ma matinée, sur mon petit stand grand comme ça. Et si j'amène 3 porcs, eh ben, je vais les passer en même temps, tout en vendant mes 110 volailles. Donc bon, j'ai de la chance, attention, tous les marchés ne sont pas comme ça. Je le redis parce que j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui sont installés dans le Gers en volaille bio. Et donc on voit quand même que c'est pas forcément facile de s'installer sur un marché non plus, parce qu'il y a déjà du monde, parce que c'est une petite ville, parce que... Enfin voilà. Pour te montrer que faire du poulet ou de la poule, c'est pas compliqué si on est organisé et c'est des chouettes produits quoi.